la gratuité des masques pour tout le monde. Gabriel Attal dit quelque chose qui est différent de ce que nous a dit le ministre Véran la veille. Le ministre Véran nous avait dit que 5 millions de masques avaient été mis à disposition des plus démunis. Gabriel Attal dit 5 millions de masques par semaine. Ce n'est pas exactement la même chose. Et la réalité sur le terrain, c'est que nous ne les avons jamais réellement vus. Il faut se rendre compte que nous avons un pays où il y a 9 millions de pauvres. 5 millions de masques, c'est-à-dire que c'est moins d'un masque par personne pauvre dans notre pays, c'est 4 heures de protection. Donc même si c'était 5 millions de masques par semaine, c'est moins de 4 heures de protection par personne défavorisée dans notre pays. C'est totalement insuffisant, c'est faire reposer sur les finances des Françaises et des Français la protection globale de la société. Parce que porter un masque, c'est se protéger, c'est protéger les autres et c'est contribuer à faire reculer l'épidémie. Donc on craint une deuxième vague et qu'est-ce qu'on fait ? On fait reposer la responsabilité de porter un masque sur les finances des Français. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la crise sanitaire s'est transformée en crise sociale. Le nombre de chômeurs, le nombre de personnes qui ont perdu leur travail, qui n'ont plus de travail, augmente, ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire que la presse a estimé à entre 220 et 300 euros par semaine le budget, par mois, le budget masque d'une famille avec 2 enfants. Pour quelqu'un qui est au RSA, pour quelqu'un qui gagne le SMIC, 300 euros, c'est énorme. C'est impossible. C'est demander aux gens de choisir entre nourrir leurs enfants et se protéger et protéger la société. Cela ne peut pas continuer. Le gouvernement doit prendre des mesures et doit garantir la gratuité des masques pour que tout le monde puisse y accéder. À partir du moment où il y a une amende de 135 euros qui sanctionne l'absence du port du masque, le gouvernement doit mettre les masques gratuits. C'est de la même manière que... Justement, comment financer des masques gratuits pour tous ? Ce à quoi vous appelez, et ce sans amputer d'autres prestations publiques? Écoutez, le gouvernement, nous venons de perdre 12 points de notre PIB. Ce sont des centaines de milliards qui sont partis en fumée à cause du confinement. Si nous avions eu des masques fournis à tout le monde, il n'y aurait pas eu ce confinement. Si nous mettons des masques en place aujourd'hui, nous pourrions peut-être prévenir la deuxième vague, peut-être des confinements régionaux et peut-être encore des pertes de points de PIB. Ce sont des centaines de milliards qui sont partis en fumée pour économiser quelques centaines de millions pour financer les masques. Franchement, la balance est rapidement faite entre dépenser maintenant quelques centaines de millions ou perdre des centaines de milliards de PIB qui s'envolent en fumée. Des contradictions, selon nos confrères de Mediapart et Libération, c'est ce que pointerait l'IGPN dans son enquête sur les circonstances de la mort de Cédric Chouviat. Des contradictions entre le récit des policiers mis en cause et des vidéos de l'interpellation sur lesquelles la police des polices s'est penchée. Sur la technique d'interpellation, les éléments demeurent flous. Michael P., le chef de bord, l'un des policiers présents lors de l'interpellation de Cédric Chouviat, a expliqué aux enquêteurs de l'IGPN avoir procédé à un simple maintien de la tête de l'homme et n'avoir exercé aucune pression sur son cou. Une version confirmée par Arnaud B., un autre agent présent lors de l'interpellation, qui affirme ne pas se souvenir d'avoir vu son collègue faire de pression. Selon Libération, cette version n'aurait pas convaincu l'IGPN. La prise dont nous parlons semble plus s'apparenter à une prise de lutte au sol, destinée à obtenir la reddition de l'adversaire, qu'à une technique professionnelle de maîtrise au sol, destinée à accélérer et sécuriser un menottage. Une fois au sol, Cédric Chouviat s'est retrouvé allongé sur le ventre, évoquant très rapidement sa détresse respiratoire. Une détresse que les policiers mis en cause ont toujours nié avoir perçue. J'étouffe, c'est pourtant ce que dit Cédric Chouviat à 7 reprises dans une vidéo enregistrée par son téléphone portable. Confronté par l'IGPN à cet enregistrement, le chef de bord se justifie. À aucun moment je n'ai entendu ce qu'il dit là. Je suis choqué. Si j'avais entendu ça, on aurait tout arrêté immédiatement. L'un de ses collègues explique quant à lui ne pas avoir décelé la teneur des propos, notamment à cause des bruits de la circulation environnante. Autre question soulevée par l'IGPN, le temps de réaction de l'équipe lorsqu'elle constate le malaise du livreur. La police des polices, toujours selon nos confrères de Libération et de Mediapart, fait état, je cite, d'une période de flottement relativement longue. Lorsqu'ils constatent le malaise du livreur, les gardiens de la paix mettent 1 minute 58 secondes environ pour commencer à lui enlever les menottes et près de 3 minutes, 2 minutes et 56 secondes précisément pour lui administrer un massage cardiaque. Pourtant, les policiers avaient initialement déclaré que leur réaction face au malaise du livreur avait été très rapide. Autre problème, le compte-rendu réalisé par un policier de la BAC
dont l'équipage est arrivé en renfort après l'interpellation. Selon Libération et Mediapart, l'agent qui est aussi le conjoint d'une policière présente lors de l'arrestation de Cédric Chouviat aurait donné une fausse version de l'interpellation pour mettre hors de cause ses collègues, une fausse version que dénoncerait le rapport de l'IGPN. Un compte-rendu de l'intervention, inexact pour ce qui concernait les techniques de maîtrise engagées, avait été fait auprès de la salle de commandement. Pour le moment, 3 des 4 policiers impliqués dans l'interpellation ont été mis en examen pour homicide involontaire. Le 4e fonctionnaire, une policière, a elle été placée sous le statut de témoin assisté. Contactée par Mediapart, la famille de Cédric Chouviat souhaite que les faits soient requalifiés en homicide volontaire. Monsieur le Premier ministre, 4 ministres de l'écologie en 3 ans pour un bilan ridicule face à l'enjeu de notre siècle. Pas de tournant vert, ni social, ni rien du tout. Ce nouveau gouvernement ne veut rien dire. Macron un jour, Macron toujours, voici votre seul mot d'ordre. Vous qui acceptez de ne rien dire de votre politique générale avant que le monarque de l'Élysée daigne parler. Nous apprenons qu'un commissaire au plan devrait être nommé. Depuis le temps que nous insistons sur la nécessité de la planification, nous ne pouvons que nous réjouir de cette victoire idéologique. Mais pour planifier quoi ? Pour planifier la destruction du rail, j'étais à Perpignan ce lundi pour défendre le dernier train de primeur de France. Les cheminots ne décolèrent pas. Sa suppression est le symbole du fiasco de la politique anti-écologique d'Emmanuel Macron. Vous aviez promis son maintien, vous avez menti. Résultat, 25 000 camions en plus sur les routes par an et des emplois nécessaires détruits. Pour planifier quoi? Pour planifier le démantèlement de l'État? Vous avez choisi, pour ministre du Travail, celle qui a réduit de 10% le nombre d'agents au service du ministère de la Transition écologique. Pour planifier la poursuite du glyphosate, vous aviez promis de l'interdire en 2021. Il nous empoisonnera jusqu'en 2027 au moins. Pour planifier la délocalisation à tout va sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, là encore, flagrant délit de mensonge. Les négociations ont continué et devraient aboutir à l'automne. Pour planifier un horizon vide de travailler plus pour produire plus, la misère progresse, mais vous subventionnez à coups de milliards d'argent public la distribution de dividendes aux actionnaires et des licenciements par milliers. Pour planifier la répression des lanceurs d'alerte, des décrocheurs de portraits, des militants antinucléaires de Bure, notre planification de la bifurcation écologique et solidaire est une méthode, mais surtout un contenu au service de l'intérêt général humain. La seule planification qui vaille doit permettre à chacun de subvenir à ses besoins essentiels dans le respect des limites. Alors, Monsieur le Premier ministre, votre planification sera-t-elle autre chose qu'un combat contre le peuple? Salut les gros crados. Je vous sers pas la pince, c'est pour respecter les gestes barrières de corail. Vous devinerez jamais ce que j'ai retrouvé dans mon salon. Un masque et des gants. Du coup, je dis à ma femme, chérie, t'as des mains? Non? Et t'as un nez? Non plus, hein? Non, en plus, si elle avait des mains, ça me ferait moins mal pendant les préliminaires. Vous appelez ça une branlette, mais nous, on appelle ça une circoncision. Ok, donc alors j'ai un scoop pour vous les humains. Aucun poisson et aucun crustacé a des mains ou un nez. Alors pas la peine de nous refiler vos vieux masques et vos vieux gants. En plus, on a déjà vos sacs plastiques, vos barils de lessive, vos bouteilles, vos capotes. Perso, je bouffe tellement de plastoc que je chie directement des bâtonnets de surimi. Emballés et tout, hein. Non mais vous êtes vraiment des gros dégueux, hein. Pourrir chez vous, ça vous suffit pas, faut aussi que vous pourrissiez chez nous. Ça va? On vous fait pas trop chier? Non mais est-ce que toi t'as déjà vu un dauphin venir jeter une canette sur la plage ou un saumon jeter ses mégots de clope sur un trottoir? Quoi? T'as l'air étonné? T'as jamais vu des saumons fumés? Non mais franchement c'est abusé. Les océans ils sont tellement remplis de plastique que sur vos cartes vous devriez écrire directement Rachida Dati Pacifique, Rachida Dati Atlantique et Rachida Dati Indien. Chaque année vous jetez plus de 8 millions de tonnes de déchets et vous tuez plus de 100 000 mammifères marins. Et à force de répéter tout le temps c'est ma planète, vous y avez cru bande de ouf. Eh ben non, arrête de te la raconter, c'est pas ta planète. Déjà que toi tu galères à payer ton loyer. Ce qui me tracasse beaucoup, c'est ce qui se passe actuellement en Mayenne avec cette personne positive qui a été identifiée, et on a identifié 6 cas contacts. Alors justement, pourquoi la Mayenne? Alors ils ont identifié 6 cas contacts et donc qui ont été contactés. Il n'y a que 2 cas contacts qui ont accepté de se faire tester, 4 autres qui ont refusé de se faire tester et qui sont allés au travail. On n'a aucun moyen. Alors ceux-là, à part une greffe de cerveau, parce que vraiment je comprends pas pourquoi ces gens-là refusent le test et vont travailler en risquant de contaminer les gens, nous n'avons aucun moyen coercitif contre ces personnes qui peuvent contaminer et faire en sorte que la contagion s'étende. C'est ça qui est absolument invraisemblable. J'étais avec Luc Duquesnel, qui est le médecin qui avait organisé les 8 centres Covid en Mayenne et qui était furieux parce que l'ARS avait supprimé ces centres Covid le 25 juin et les a fermés le 1er juillet alors que la situation est en train de s'étendre. Et lui, il me dit, mais on n'a aucun moyen. Le secret professionnel nous bloque
et il n'y a aucun moyen coercitif contre ces gens qui sont totalement irresponsables, qui peuvent être contagieux et transmettre la maladie. Voilà, c'est ça qui me tracasse beaucoup, plus que ces personnes qui sont en vacances, qui ont l'air quand même assez raisonnables et qui maintiennent des mesures barrières, des distances au moins. Écoutez, il y a dans la manière dont le gouvernement déroule son argumentaire, ses éléments de langage sur la présomption d'innocence, un angle mort. D'abord, la présomption d'innocence n'est nullement mise en cause, puisque M. Darmanin, du moins ses avocats, reconnaissent les faits. Les faits, ce sont un échange de services sexuels, une relation sexuelle, contre une promesse de passe-droit. Et le Premier ministre parle de présomption d'innocence. Mais personne ne dit qu'il est coupable. Les faits suffisent aujourd'hui pour qu'on ait un point de vue sur ce qu'il a fait. Que pense le Premier ministre de cet échange relation sexuelle contre passe-droit? On ne le sait toujours pas. Et je pense que c'est une triple faute. C'est une faute à la fois politique, éthique et déontologique. Je rappelle que l'enquête est toujours en cours sur les agissements de M. Darmanin. Comment les policiers vont-ils pouvoir enquêter sur leur ministre de tutelle? Et pourtant, à chaque décision de justice, Gérald Darmanin a été déclaré innocent. Alors, il y a eu des décisions de justice, effectivement, et puis il y a eu la réouverture de l'enquête. Et pas simplement pour un vice de procédure. La réouverture de l'enquête, elle est aussi liée au fait qu'en réalité, il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu de confrontation avec la victime, et la Cour d'appel a considéré que l'enquête était insuffisante pour clore l'affaire. Donc aujourd'hui, il est effectivement toujours présumé innocent, mais il est suspect. Et il est ministre de l'Intérieur, ministre de tutelle des enquêteurs. On a donc là un véritable problème déontologique, indépendamment du terrible message qui est envoyé aux femmes, qui elles vont déposer plainte, parlent, et où on leur dit en fin de compte, c'est pas si grave ce qu'a fait l'homme que vous dénoncez, puisqu'il y en a un, il peut être ministre de l'Intérieur et échanger relations sexuelles contre passe-droit. Donc pour vous, Gérald Darmanin n'est pas jeté en pâture à cause de cette affaire? Ah non, il n'est pas jeté en pâture, il est aujourd'hui pas à sa place, là où il est, comme ministre de l'Intérieur, et de la part du président Macron, qui l'a nommé à cet endroit en connaissant tous les faits. Il y a à la fois comme une espèce d'indifférence sur les faits, il y a toujours aussi la mise en cause de la plaignante, comme dans toutes les affaires de violence sexuelle, on cherche dans le passé de la plaignante, et puis il y a aussi cette faute déontologique qui va rendre l'enquête probablement plus compliquée pour les enquêteurs. Pour terminer, le Premier ministre Jean Castex a évoqué le fait que Gérald Darmanin n'avait toujours pas été mis en examen. Est-ce que la mise en examen devient une limite dans les propos du Premier ministre? Jusqu'à présent, on a vu des ministres quitter très rapidement le gouvernement alors qu'ils n'étaient pas mis en examen. Je pense à François Bayrou, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard. Je pense même à François de Rugy, qui a quitté le gouvernement pour avoir servi du homard lorsqu'il était président de l'Assemblée, et il n'y avait même pas d'infraction pénale en cause. Et subitement, il y a un changement de jurisprudence du gouvernement, et je suis quand même étonnée et choquée que ce changement de jurisprudence se fasse justement sur une violence sexuelle. Madame la ministre, chers collègues, du harcèlement, un fléau qui pourrit nos vies 1, 2, 3, 4 fois par jour, parfois la nuit. Ma mère n'a pas de mots assez forts pour parler du démarchage téléphonique. Tu sais, Mathilde, on nous dérange chez nous quand ce n'est pas pour une cheminée, c'est pour des fenêtres. Quand ce n'est pas pour des fenêtres, c'est pour des brosses à dents électriques. Quand ce n'est pas pour des brosses à dents électriques, c'est pour des portes, des assurances ou des chaussettes triple épaisseur. Le propre du démarchage téléphonique est de vendre des choses inutiles à des gens qui n'en éprouvent pas le besoin. Il s'adresse à des personnes vulnérables dont le téléphone fixe est parfois le seul moyen de communication et de contact avec l'extérieur. Des personnes âgées, isolées, qui attendent un coup de fil de leurs proches et qui, plutôt que d'entendre une voix familière et rassurante, tombent sur une voix robotique ou pressée qui les somme d'acheter le dernier gadget à la mode quand il ne s'agit pas tout simplement d'une arnaque. Ce que vous appelez démarchage téléphonique est un euphémisme. C'est en réalité le marché qui s'immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu'à notre domicile, jusqu'à notre intimité, jusqu'à des heures tardives. C'est le marché qui s'attaque à la tranquillité des citoyens, qui s'adresse à des citoyens comme des consommateurs éternels à toute heure du jour ou de la nuit. Dans les coulisses, c'est une aberration sociale. Les centres d'appel délocalisés sont le théâtre de ce gâchis humain. On y emploie des milliers de salariés, bien souvent de l'autre côté de la Méditerranée, payés une misère pour appeler frénétiquement des inconnus et leur vendre des choses à tout prix. On y croise des salariés sous pression, à qui l'on demande d'appeler, de rappeler, d'appeler plus vite, qui sont insultés au téléphone, à qui l'on raccroche au nez tout au long de la journée.
Des salariés contrôlés en permanence, qui vivent sous la dictature du chiffre, dont le travail est traduit en statistiques, en performances, en reporting quotidien. Quel est le sens de ces emplois, alors que 9 Français sur 10 se déclarent excédés par le démarchage téléphonique? Les capacités et les qualifications de ces salariés seraient mieux utilisées ailleurs. Leur métier est l'archétype même de l'emploi inutile et même nuisible qui produit le mal-être. Comme le dit David Graeber, des populations entières passent toute leur vie professionnelle à effectuer des tâches dont elles pensent secrètement qu'elles n'ont pas vraiment lieu d'être. Cette situation provoque des dégâts moraux et spirituels profonds. C'est une cicatrice qui balafre notre âme collective. Vous me répondrez, mais au moins cela crée des emplois, sans jamais vous interroger sur la vision du monde à laquelle ils contribuent. Nous pouvons créer des millions d'emplois utiles en faisant une véritable bifurcation écologique et solidaire. En l'occurrence, le démarchage téléphonique est non seulement une aberration sociale, mais aussi une aberration écologique. Vendre des choses inutiles n'a jamais été aussi en décalage avec notre temps. Vous avez là toutes les raisons pour interdire une telle pratique. Nous parlons d'une activité nuisible qui dérange les Français dans leur quotidien, pratiquée par des salariés bien souvent maltraités et coûteuse écologiquement. Pourtant, vous préférez donner un sursis au marché. Avec vous, c'est l'incitation plutôt que l'interdiction. Nous y sommes habitués, vous nous aviez fait le même coup pendant l'examen de la loi économie circulaire. Nous proposions d'inverser le principe et que seules les personnes avec une mention « oui pub » sur leur boîte aux lettres puissent recevoir de la publicité. Mais là encore, vous préférez laisser la main aux entreprises. C'est vrai qu'il serait si dommage que les citoyens se privent d'un après-midi de lecture de brochures publicitaires. La vérité, c'est que personne n'apprécie le démarchage téléphonique. Et que change concrètement cette proposition de loi? Est-ce que nos proches cesseront d'être harcelés par des appels commerciaux? Non. Ils recevront toujours des appels intempestifs, mais on leur présentera la démarche pour cesser d'être sollicités. Les entreprises auront même une charte de déontologie et un code de bonne pratique. Peu importe si les personnes harcelées ne sont pas à l'aise avec les démarches à suivre, s'ils n'ont pas le courage de les effectuer, ou si le dispositif Blocktel lui-même dysfonctionne. Quel progrès! Vous protégez l'intérêt des centres d'appel et faites porter la responsabilité aux citoyens. Nous ne voulons pas de cette civilisation. Le démarchage téléphonique est l'archétype de la société du vide, où la sphère marchande engloutit tout sur son passage à l'aide de moyens de communication qui nous relient à celles et ceux que nous aimons. Nous ne voulons pas de ces interactions désincarnées, inauthentiques, qui n'ont pour qu'unique but d'engraisser les entreprises. Personne ne souhaite être traité comme un moyen, comme un acheteur, plutôt comme un être humain. Chers collègues, on n'encadre pas à coups de mesurettes une pratique qui produit de la souffrance au travail et dont personne ne veut. On l'interdit. C'est le principe même de la politique comme organisation de notre vie collective. Nous nous abstiendrons donc sur ce texte en attendant qu'un jour, peut-être, vous vous placiez du côté des citoyens plutôt que du côté des entreprises. Revenons sur la situation de l'Ocean Viking. 180 personnes à bord, dont 25 mineurs et une femme enceinte. Un bateau qui erre dans les eaux internationales pendant des jours. Pourquoi? Parce que malgré 7 demandes d'autorisation d'accoster, Malte, l'Italie font la sourde oreille et aucun État européen n'est capable de trouver une solution. 180 personnes à bord de ce bateau qui attendent une réponse. Vous imaginez bien que ce n'est pas la croisière s'amuse. C'est des tensions, c'est des tentatives de suicide, 6 en 24 heures, et c'est un équipage et des rescapés qui finalement sont délaissés pour compte. La même chose, ce capitaine de bateau qui transporte du bétail en Libye, qui sur le chemin du retour sauve 52 personnes. Eh bien, aujourd'hui, il est dans la même situation que l'Ocean Viking. Il ne trouve aucun endroit pour accoster, alors que ce capitaine de bateau a simplement respecté le droit maritime. Et ce bateau, le Thalia, eh bien, il n'a pas les capacités, il n'est pas fonctionnel pour accueillir 50 personnes. Donc, il n'y a pas les vivres nécessaires. Et la prochaine fois, il se passera quoi? Eh bien, les capitaines de navires, parce que des États ne sont pas capables d'apporter des solutions, se poseront la question qui sera soit sauvée, soit travaillée. Alors on entend parler de grandes vagues migratoires, de submersion migratoire. En fait, quand on regarde un petit peu les chiffres, les migrants internationaux représentent 200 millions de personnes. C'est 3% de la population mondiale. Et seul un tiers s'est déplacé
d'un pays en voie de développement à un pays développé. Arrêtons de monter les gens les uns contre les autres. Arrêtons ce discours d'extrême droite ou de droite un peu dure, de dire « oui, grande vague migratoire ». Non, je voudrais simplement rappeler que il faut que l'Europe s'empare de cette question. Il n'y a qu'une solution si l'Europe s'empare de cette question. Et la solution, c'est réformer le système de Dublin. Mais pas que, c'est aussi que les États prennent conscience qu'ils ne peuvent pas laisser que les États du Sud face à ces arrivées. Chaque État doit prendre sa part de responsabilité, parce que chaque État a un devoir d'humanité. Parler de la protection de l'enfance. Qu'est-ce qu'il y a de plus important comme sujet que la protection de l'enfance? Là-dessus, il ne faut pas tergiverser, quoi. Il faut protéger les mineurs isolés, quelle que soit leur situation administrative. Or, le gouvernement a pondu une loi en septembre 2018 complètement scandaleuse, assortie d'un décret en janvier 2019 et d'un nouveau décret en juin 2020. De quoi s'agit-il? L'État dit au département, vous devez prendre en charge les mineurs isolés étrangers. Mais on vous impose de travailler avec les préfectures pour finalement transmettre vos fichiers de mineurs isolés étrangers pour que les mineurs isolés étrangers, par exemple, dont la minorité serait contestée par les départements, eh bien, les préfectures puissent avoir les fichiers pour pouvoir les convoquer et les expulser. Voilà. Et on va conditionner, l'État veut conditionner les aides qu'il donne aux départements pour la prise en charge des mineurs isolés, au fait qu'ils transmettent ce fichier-là. C'est totalement scandaleux. C'est contraire à toutes les conventions sur la protection de l'enfance. Voilà. Et il faut arrêter de considérer que les mineurs isolés étrangers seraient d'abord et avant tout des étrangers. Non, c'est d'abord et avant tout des mineurs qui doivent être pris en charge. Et il faut arrêter tous ces départements qui, à chaque fois, contestent la minorité. À Paris, par exemple, c'est le cas très régulièrement. Vous avez le département qui conteste la minorité. Et d'ailleurs, vous avez 75 jeunes qui sont en train aujourd'hui de camper dans le square Jules Ferry parce que le département conteste leur minorité. Or, même pendant cette période de recours où les jeunes protestent et souhaitent être pris en charge, le département devrait les mettre à l'abri. Voilà, et puis à l'abri, pas dans des hôtels, mais dans des hébergements adaptés au fait qu'ils sont mineurs. Donc, il y a vraiment une bataille qui est de dire non, les départements ne cédez pas. Renoncez plutôt au budget du gouvernement que de céder à ce chantage où l'aide sociale à l'enfance transmettrait ses fichiers aux préfectures de police. Et il faut que tous les jeunes mineurs isolés étrangers soient pris en charge comme des jeunes d'abord et avant tout, des mineurs d'abord et avant tout, et qu'ils soient mis à l'abri avec un vrai accompagnement social.